Mesdames, Messieurs, je me dois de vous dire que la situation épidémique n'est pas bonne. Plus de 45 000 Français ont été diagnostiqués au coronavirus ces dernières 24 heures, illustrant, si cela était nécessaire, la nouvelle vague dans laquelle nous sommes bien entrés et pas encore sortis. La tendance est presque partout à l'accélération de l'épidémie, même si le niveau de circulation reste, lui, différent d'une région à une autre. La situation est la plus préoccupante en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se dégrade notablement dans plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie ou Grand Est. Dans plusieurs départements, la hausse importante des contaminations, qui peut atteindre plus 80% en une semaine par endroit, s'accompagne également d'une augmentation inquiétante des hospitalisations. Ainsi, l'Ain, les Alpes de Haute-Provence, les Ardennes, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Lozère, la Marne, la Meuse, l'Orne, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse et l'Yonne sont placés en vigilance renforcée. Ça veut dire que des moyens supplémentaires, notamment en termes de tester, alerter, protéger, y sont désormais mis en œuvre. Dans 3 départements supplémentaires, vous le savez, la situation est encore plus dégradée. La pression épidémique y atteint des niveaux alarmants, la pression sanitaire se fait fortement sentir sur les hôpitaux et la médecine de ville, et la dynamique épidémique y est forte. Il s'agit de la Nièvre, du Rhône et de l'Aube. Pour ces 3 départements, après concertation avec les élus, mais aussi avec les services de l'État, avec les établissements de santé, il est apparu indispensable d'amplifier les mesures de protection, à l'instar de ce qui a été mis en œuvre la semaine dernière dans les départements concernés en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Normandie. À compter de ce vendredi minuit et pour 4 semaines donc dans ces 3 départements, le couvre-feu continue de s'appliquer de 19h à 6h, les rassemblements en extérieur ne doivent pas dépasser 6 personnes, les déplacements sont autorisés de 6h à 19h lorsque c'est dans un rayon inférieur à 10 km, sans attestation, sans limitation de durée. On vous demande d'avoir sur vous un justificatif de domicile, comme une pièce d'identité. Entre 6h et 19h, si vous dépassez 10 km depuis votre domicile, mais également de 19h à 6h, cette fois-ci, quelle que soit la distance, vous devrez avoir une attestation dérogatoire. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Les commerces de première nécessité restent ouverts, les écoles maternelles et primaires et les collèges restent ouverts, tandis que les lycées passent tous en demi-jauge. Enfin, les lieux de culte restent ouverts. Ce sont donc, dans ces 3 départements, les mêmes mesures de freinage fortes qui sont mises en place que celles annoncées dans les autres départements concernés la semaine dernière. Face à l'ampleur de la vague, à sa diffusion sur une partie croissante du territoire, certaines voix se font entendre qui demandent le retour à un confinement plus dur, allant jusqu'à la fermeture des écoles. Je voudrais vous rappeler sur quels éléments nous fondons nos décisions. Pourquoi des mesures à l'échelle des départements, des régions, plutôt qu'une mesure unique au niveau national? D'abord, le virus ne circule pas partout de la même manière et avec la même intensité. Par exemple, le Finistère est 10 fois moins touché que la Seine-Saint-Denis. Nous mesurons par ailleurs le niveau de contraintes qui sont imposées aux Français et nous les ajustons aux enjeux propres à chaque territoire, tout en tenant compte de l'acceptabilité après plus d'1 an de lutte collective contre le virus. Lorsqu'un département nous inquiète en particulier, nous consultons les élus et nous adoptons avec eux des mesures proportionnées pour freiner l'épidémie. Pourquoi est-ce que nous vous recommandons de ne pas vous réunir à plus de 6 personnes? Nous savons qu'il faut limiter nos contacts sociaux, tout simplement parce que le virus se transmet d'une personne à une autre. Plus vous êtes nombreux à vous retrouver, surtout dans des espaces clos, et encore plus lorsque vous ne portez pas de masque, plus le virus trouvera une personne à contaminer parmi vous. Pourquoi même à l'extérieur, nous vous invitons à ne pas être plus de 6? Tout simplement parce que, même si être dehors affaiblit le risque, si vous vous retrouvez à 15, comme sur les quais par exemple, en train de partager un moment de convivialité, vous allez immanquablement, à un moment donné, baisser la garde, réduire les distances, baisser le masque, et pourquoi pas même d'ailleurs trinquer. Bref, vous allez de fait augmenter le risque de vous infecter. Pourquoi est-ce que nous incitons très fortement les entreprises à privilégier le télétravail? Pour limiter les déplacements et les risques de transmission sur le lieu de travail. Le télétravail est possible dans bien des cas,
Et dans bien des cas, les entreprises qui le peuvent le mettent en œuvre. Je sais que les entreprises sont vigilantes. Je sais que depuis 1 an, nous avons fait des pas de géant avec les visios, avec les réunions en ligne. Au ministère, je ne fais d'ailleurs pas autre chose avec les médecins des réanimations, les infirmiers, les acteurs du monde de la santé et des solidarités. Pourquoi le couvre-feu? Le couvre-feu, c'est une mesure destinée à éviter les rassemblements nocturnes, les soirées, les dîners les uns chez les autres. Tout ce qui nous manque, à moi le premier d'ailleurs depuis 1 an maintenant, mais être à 10 dans un salon, être à 10 autour d'une table, quelles que soient les précautions, c'est un terrain propice à la diffusion du virus. Le lendemain, un invité peut avoir des symptômes, puis un deuxième. Je vous épargne la suite. Pourquoi est-ce que nous maintenons les écoles ouvertes? La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours, que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en sus de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires. Toute la communauté éducative veille à ce que la vie dans les écoles, les collèges et les lycées puisse continuer en limitant au maximum les risques de transmission. Nous organisons aussi, vous le savez, des campagnes de dépistage collectif avec les tests salivaires et lorsqu'il le faut, nous fermons des classes. Hier, 2962 classes étaient fermées et 105 écoles. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Il y aura un après-Covid, bientôt, et être parvenu à maintenir les écoles ouvertes sera une force pour la jeune génération. Nous n'avons fermé et ne fermerions les écoles qu'en dernière nécessité. Pourquoi ne pas confiner puisque l'épidémie s'aggrave malgré les mesures décidées la semaine dernière? Un confinement généralisé, d'abord, vous le savez, c'est un niveau de contrainte extrême pour des Français épuisés de lutter sans relâche depuis 1 an. Un coup d'arrêt pour notre économie, une réduction forte des mobilités dans notre quotidien, qui ont d'ailleurs aussi des conséquences plus complexes, certes à évaluer dans l'immédiateté qu'une courbe d'hospitalisation, mais pourtant bien réelle. C'est une décision qui ne se prend que lorsque toutes les autres options n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. Surtout, il est trop tôt pour juger si les mesures sont efficaces et suffisamment efficaces. Une personne diagnostiquée aujourd'hui a été contaminée il y a 3 ou 4 jours par quelqu'un qui lui-même a été contaminé plusieurs jours auparavant. Les mesures décidées la semaine dernière pourraient montrer leurs premiers effets, nous le souhaitons, d'ici ce week-end au mieux, en début de semaine prochaine sans doute. D'ailleurs, comme pour les 2 premières vagues, souvenez-vous, il a fallu une grosse semaine pour que l'incidence commence à baisser après la mise en place du confinement, et plus de 2 semaines pour qu'on en mesure l'impact sur les hospitalisations et les réanimations. Cela signifie que dans les prochains jours, la pression sanitaire, la pression hospitalière, déjà forte, va continuer de monter. Cette pression sanitaire, je voudrais l'illustrer devant vous avec la situation en Île-de-France. La pression sur l'hôpital y atteint à nouveau des niveaux critiques, que ce soit en réanimation, mais aussi désormais en hospitalisation conventionnelle. À l'heure où nous parlons, 1410 patients réanimatoires touchés par le Covid sont accueillis dans les hôpitaux franciliens. Ce sont au total près de 7000 malades du Covid qui y sont hospitalisés. Comme beaucoup de réanimateurs en témoignent, et comme désormais les chiffres l'attestent également, le profil de ces patients change. Plus jeunes et parfois sans aucune comorbidité. Cette situation est la conséquence directe et j'allais dire implacable de la puissance de l'épidémie qui accourt dans notre capitale. Face à cette situation, au début de la semaine, le système de santé francilien s'est engagé vers ce qu'on appelle le palier 4 de la montée en puissance de la capacité hospitalière. Au-delà de 1500 lits, chiffre qui sera atteint dans les tout prochains jours, vous le voyez, il faut en effet que les hôpitaux publics et privés franciliens arment 2250 lits de réanimation juste pour les malades Covid. On manie beaucoup de chiffres dans cette épidémie. Parfois, certains des défis auxquels le système de santé est confronté sont comme banalisés, tant la mobilisation au cours de la dernière année a permis de réaliser des choses que l'on pensait collectivement inatteignables. Et je veux le dire, ouvrir 2200 lits de réanimation pour des patients Covid en Île-de-France, c'est un défi immense. Immense, autant que le sont l'épuisement et l'angoisse des soignants qui doivent faire face à cette 3e vague. Il y a la fatigue, évidemment. Il y a la peur à laquelle je faisais référence à l'instant. Il y a aussi, au quotidien,
les choix que cette situation impose. Aujourd'hui, ce sont entre 35 et 40% des activités programmées qui ont été reportées. À terme, si on veut rendre disponibles les 2250 lits de réanimation, ce sont sans doute 80% de ces activités qui devraient être déprogrammées. Au quotidien, pour les soignants, mais évidemment aussi pour les patients et leurs familles, cette situation est très difficile à vivre. Ces choix sont toujours faits dans la collégialité, aucun d'eux n'est simple. C'est pourquoi freiner l'épidémie, ce n'est pas seulement prendre soin de l'hôpital, c'est prendre soin de l'hôpital, bien sûr, des soignants, mais c'est aussi et sans doute d'abord des malades qui risquent de voir leurs interventions reportées. Je mesure, parce que je suis moi-même un soignant, ce que sont ces heures dans lesquelles des choix médicaux et donc des choix éthiques doivent être faits. Aux côtés des soignants, toutes les équipes du ministère des Solidarités et de la Santé, que ce soit à l'échelon national ou dans les agences régionales de santé, toutes les équipes sont mobilisées pour accompagner cette montée en puissance et lever tous les obstacles qui doivent être levés. Nous relançons la mobilisation de renforts. Nous facilitons autant que possible l'ouverture exceptionnelle d'unités de réanimation. Le dialogue entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés est aujourd'hui d'une fluidité qui n'a sans doute jamais connue auparavant. Aucune force, aucune ressource n'est compromise par des jeux de rôle ou de l'attentisme. Je m'assure au quotidien que cette mobilisation est collective et je sais aujourd'hui qu'elle l'est totalement. Je le disais, nous constatons un certain rajeunissement des malades admis en réanimation. Quelles en sont les raisons? Avec la campagne vaccinale, qui protège graduellement et prioritairement les plus vulnérables de nos concitoyens, le profil des personnes qui arrivent en réanimation a changé. Et nous constatons un relatif rajeunissement de ces personnes en comparaison des données observées en novembre et en décembre 2020. Mais nous observons également une tendance à l'augmentation du risque d'être admis en réanimation quand on est malade entre 15 et 75 ans, à partir du mois de février dernier, et une légère augmentation de la sévérité de la maladie chez l'adulte, en particulier l'adulte jeune, liée à la diffusion et liée aux caractéristiques des variants. C'est pourquoi j'insiste, parce qu'il n'est pas rare que j'entende que les jeunes ne craignent rien. Certes, les jeunes craignent moins, mais ils ne sont pas à l'abri. Je ne parle pas des nombreux Français de tous âges qui présentent des semaines après une maladie à Covid sans gravité particulière, des symptômes persistants tels que perte du goût et de l'odorat, céphalée, douleurs articulaires, fatigue. Mesdames, Messieurs, même si le temps est source d'agacement, d'impatience et d'une lassitude que je comprends, le temps joue en notre faveur. Il nous rend plus forts, il nous rend mieux armés face à l'épidémie. Nous prévenons mieux, nous vaccinons mieux et nous soignons mieux. Mon souhait, c'est qu'au-delà de cette lassitude, nous restions collectivement et individuellement mobilisés pour nous protéger et protéger celles et ceux qui sont susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Et vous le savez, chacun de vos gestes au quotidien peut compter. Je n'alimenterai pas ici le débat sémantique sur la justesse, sur la pertinence du mot « confinement ». Chacun a pu constater que les mesures décidées étaient différentes de celles décidées il y a un an. On entend souvent, et je ne sais pas si c'est une légende, que les Inuits ont plusieurs dizaines de mots pour désigner le mot « neige ». La langue française est riche, elle est très riche, mais elle manque de mots pour qualifier cette situation si particulière qu'est la mise entre parenthèses d'un certain nombre de nos libertés et la mise en suspens de notre mode de vie. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas un confinement. Il y a, passez-moi l'expression, 50 nuances de mesures qui tiennent compte de la situation épidémique proprement dite et de ce que nous savons du virus. Depuis un an, je dis que cette épidémie, elle est évolutive. Elle est évolutive parce que le virus ne circule pas toujours à la même vitesse. Elle est évolutive parce que des variants sont apparus. Elle est évolutive parce que les connaissances d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et que les connaissances d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Elle est évolutive parce que la vaccination change la donne. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est le choix de la confiance. Parce que malgré la fatigue, malgré la lassitude, le découragement et parfois la colère, chacun comprend que les décisions ne sont pas prises par fantaisie. Les décisions sont prises à partir de ce que nous avons appris, et nous avons beaucoup appris. C'est bien la moindre des choses, me direz-vous, mais quand un événement aussi inattendu surgit, face à un virus inconnu ou mal connu, le manque de connaissances théoriques et pratiques est un handicap considérable que l'on ne peut surmonter qu'à l'aide de l'expérience et du temps. Nous avons appris, par exemple, à mieux détecter la maladie,
Proposer des dispositifs de dépistage systématique des malades sur tout le territoire, c'est une prouesse technique et logistique dont la France a été et reste capable. Aujourd'hui, dans nos villes, dans nos campagnes, nos concitoyens peuvent se faire tester gratuitement pour se protéger et protéger leurs proches. Cette semaine, ce sont plus de 2,8 millions de tests qui ont ainsi été réalisés. Nous avons également appris à mieux soigner, mieux prendre en charge les patients, à l'hôpital comme en ville. Grâce à la mobilisation de la médecine de ville et de l'hospitalisation à domicile, des patients sont soignés chez eux, y compris avec de l'oxygène. Aujourd'hui, à l'hôpital, des lits sont déployés avec un nombre de lits de soins critiques, de réanimation bien plus important qu'avant la crise et qui sont capables de s'adapter aux évolutions de l'épidémie et aux besoins de chaque territoire. Aujourd'hui, nous savons organiser des transferts sanitaires par voie terrestre ou aérienne qui permettent de répartir la charge entre les services de réanimation de tout le territoire. 36 évacuations sanitaires ont été réalisées au cours de la semaine précédente, au départ des Hauts-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'Île-de-France. Nous réaliserons au moins le même volume cette semaine et nous accélérerons à chaque fois que cela sera nécessaire. Aujourd'hui, et c'est un immense espoir, nous disposons de vaccins et notre campagne vaccinale avance. Ces dernières 24 heures, plus de 360 000 injections ont été faites dans notre pays. C'est un nouveau record, dont 125 000 injections pour le seul vaccin AstraZeneca. Vous le voyez, la campagne vaccinale progresse à un rythme qui nous donne de l'espoir. Nous vaccinons tous les jours de la semaine, en flux tendu, avec toutes les doses dont nous disposons. Et nous allons encore augmenter ce rythme quotidien. Nous dépasserons bientôt les 400 000 injections par jour, puis les 500 000 injections par jour, et ainsi de suite. Si l'on fait le bilan, nous avons dépassé ce soir, le graphe n'est pas complètement à jour, nous n'avons pas intégré les données d'aujourd'hui, mais nous avons dépassé les 7 millions de personnes en France qui ont été vaccinées. Parmi ces 7 millions de personnes, plus de 2,5 ont reçu leur deuxième injection, ils sont donc totalement protégés. Plus de la moitié des personnes de plus de 75 ans vivant dans notre pays ont reçu au moins une injection, et plus de 90% dans les EHPAD. C'est pourquoi nous avons fait le choix de passer à la classe d'âge suivante par ordre de priorité. Cet ordre de priorité, c'est l'ordre de risque devant le virus. À compter de samedi, la vaccination sera ouverte à toutes les personnes de plus de 70 ans qui auront le choix de se rendre ou en centre de vaccination, ou chez leur médecin traitant, ou dans leur pharmacie. Je m'adresse un instant aux personnes de plus de 75 ans qui n'auraient pas encore pris rendez-vous, ainsi qu'à leurs proches, et qui parfois sont encore en difficulté pour avoir un rendez-vous. Même si nous ouvrons la vaccination à davantage de nos concitoyens, notre objectif est de continuer à vous aider, à vous accompagner pour vous faire vacciner. Nous n'abandonnerons personne. Les collectivités locales, les professionnels, les associations font déjà un gros travail pour vous contacter et vous proposer des rendez-vous. Pour aller plus loin, comme l'a annoncé le président de la République, nous allons déployer une campagne d'appels téléphoniques systématiques qui seront assurées par l'assurance maladie. Vous serez appelé progressivement dans les semaines à venir pour qu'un rendez-vous puisse vous être proposé si vous le souhaitez. Ce sont plus de 3000 personnes qui vont être mobilisées à l'assurance maladie pour le faire. Je veux dire aussi un mot de l'avenir proche. Ce qui se profile, c'est une montée en puissance continue de la vaccination. Tout simplement parce que la production mondiale de vaccins augmente et que donc les livraisons de vaccins à la France augmentent. D'ici la mi-avril, c'est-à-dire d'ici 3 semaines, nous aurons vacciné plus de 10 millions de personnes, soit une majorité des personnes les plus vulnérables face au virus. Les approvisionnements vont augmenter, je le disais, et de nouveaux vaccins vont arriver, comme le vaccin Janssen Johnson à la mi-avril. Nous tiendrons les objectifs fixés, avec en ligne de mire l'espoir immense du retour à la normale. Ce que nous menons, c'est une immense campagne. Avec méthode, avec détermination, nous déployons nos armes, les vaccins, partout sur le territoire. Des dizaines de milliers de professionnels de santé, d'agents de l'État et des collectivités, de sapeurs-pompiers, de militaires, consacrent leur quotidien et toute leur énergie à vous protéger. Nous leur devons beaucoup, je leur dois beaucoup, qu'ils soient remerciés. Je veux tirer un coup de chapeau particulier aux infirmières et infirmiers de notre pays, qui jouent un rôle majeur dans notre système de santé en règle générale et dans la réussite de la vaccination en particulier. Leur mission va encore s'amplifier dès demain avec la possibilité qui leur est désormais ouverte par la Haute Autorité de Santé
de prescrire eux-mêmes le vaccin, ce qui va leur permettre notamment d'aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français. Tous ont répondu à l'appel pour vous protéger. Je le redis, nous leur devons beaucoup, qu'ils soient remerciés. J'appelle aussi tous les étudiants en santé et tous les professionnels de santé jeunes retraités à prêter main forte pour la vaccination et dans les hôpitaux quand ils le peuvent, comme ils l'ont déjà fait depuis 1 an. Nous avons besoin de bras, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de tout le monde. Il est trop tôt, mesdames et messieurs, pour relâcher nos efforts, et il est trop tard pour abandonner. Il faut nous accrocher, rester concentrés sur l'objectif. Nous allons le faire, nous allons y arriver. Je vous remercie. Bonsoir Monsieur le Ministre, Valérie Lerouge, France Télévisions. 2 petites questions. Est-ce que vous pensez avoir assez de vaccinateurs pour remplir ces objectifs? Vous semblez faire appel aux étudiants et aux retraités. Et par ailleurs, est-ce que vous étudiez la proposition de Valérie Pécresse d'avancer les vacances scolaires pour faire face à la recrudescence des cas dans les établissements scolaires? Sur votre première question, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé sur qui est habilité à vacciner, qui est habilité à prescrire le vaccin. Donc je vous ai annoncé que les infirmiers pourraient prescrire le vaccin, c'est une bonne nouvelle. Et qui est habilité à réaliser une injection. J'ai déjà pris un décret qui permet par exemple aux pompiers de faire des injections intramusculaires de vaccins. Et la Haute Autorité de Santé a élargi la liste des personnes qui peuvent potentiellement injecter un vaccin avec 250 000 personnes de plus, avec par exemple les dentistes, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois les vétérinaires aussi pourraient être mobilisés si besoin. Nous avons des bras, nous avons beaucoup de soignants, beaucoup de pompiers, beaucoup de personnes qui sont mobilisables sur le territoire national, et je ne crois pas que ce soit un élément bloquant. Je vous le redis, l'élément limitatif de notre campagne, et cette limite est en train d'évoluer dans le bon sens, ce sont les livraisons de vaccins qui nous sont faites. Plus de 91% des doses de vaccins Pfizer qui nous sont livrées ont déjà été injectées. Le reste, c'est l'intervalle nécessaire entre 2 livraisons pour que les centres puissent fonctionner. Donc on vaccine vraiment à flux tendu. Vous posez la question plus générale, je m'y attendais un peu, de savoir s'il faudrait ou non prendre des mesures supplémentaires. Je vous ai dit vraiment le point central, c'est que d'abord, il nous faut pouvoir vérifier l'efficacité des mesures qui ont été décidées et appliquées là où elles ont été appliquées la semaine dernière. C'est trop tôt pour pouvoir juger. Souvenez-vous, le couvre-feu, quand nous l'avions mis en place, beaucoup disaient ça ne fonctionnera pas. Puis au bout de 10 jours, on a constaté que ça baissait. Le confinement d'octobre-novembre, beaucoup disaient c'est un confinement light, vous ne fermez pas les écoles, ça ne fonctionnera pas. Et au bout de 10 jours, l'épidémie a fortement baissé. Donc permettez-moi d'avoir confiance dans la capacité aussi de réaction collective dans ce moment de reprise épidémique des Français pour pouvoir adopter les bons gestes et faire refluer le virus. Si vous me posez la question de savoir s'il est impossible d'envisager prendre d'autres mesures, je vous répondrai non. Si la situation devait s'aggraver, malgré les mesures qui sont en place, si les hôpitaux devaient déborder, si nous devions ne pas voir d'amélioration sur le plan épidémique, alors évidemment, nous serions amenés à nous poser la question de savoir s'il faut aller plus loin et comment aller plus loin, avec quel type de mesures. Bonsoir, Romain Cluzel pour RMC. Également 2 questions. D'abord sur le profil des malades en réanimation. Vous expliquez que les profils sont maintenant un peu plus jeunes, parfois sans comorbidité. Est-ce qu'il y a des explications peut-être cliniques pour expliquer ces cas plus jeunes et donc graves? Est-ce qu'il y a des éléments de commun entre ces cas plus jeunes? L'autre question concerne les déplacements internationaux. Pour l'instant, on peut se rendre en Europe, notamment juste avec un test PCR. Et pour les départements qui sont sous conditions strictes, on ne peut pas aller à plus de 10 km de chez soi. Est-ce que cette question a été discutée en Conseil de défense? Est-ce qu'avait dit Gérald Darmanin sur notre antenne hier? Alors 2 questions très différentes. Sur le profil d'adultes plus jeunes que les réanimateurs soignent dans les services de réa, je le disais, c'est vraiment 2 paramètres. Un, il y a moins de personnes très âgées en réanimation parce qu'elles sont vaccinées. Et ça, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, pour l'instant, on ne voit pas le niveau de mortalité attendu par rapport à la gravité de l'épidémie. Parce que dans les EHPAD, nous avons protégé les personnes les plus âgées. C'est d'ailleurs pour ça, et ça valide le choix que nous avons fait, de prioriser avant tout les personnes les plus âgées, celles qui allaient en réanimation autrefois et qui aujourd'hui sont protégées par la vaccination. Donc ça rajeunit mécaniquement un peu l'âge moyen des patients en réanimation, mais par ailleurs et indépendamment de cela,
Oui, il y a davantage de patients plus jeunes en réa, et ça, c'est ce qui avait été déjà observé en Angleterre lorsque le variant avait été identifié, à savoir une dangerosité intrinsèque au variant britannique plus importante et qui peut toucher des adultes plus jeunes. Sur la question des mobilités en général, il y a une coordination européenne, notamment à l'égard des travailleurs frontaliers, vous le savez. Chaque pays est ensuite évidemment souverain au sein de l'Union européenne pour poser des conditions supplémentaires. L'Allemagne a placé la France en territoire de vigilance renforcée, enfin leur équivalent de vigilance renforcée. Et avec Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des relations des affaires européennes, nous travaillons en lien avec les différents ministres européens de la santé, mais des affaires européennes, pour pouvoir établir des règles les plus claires possibles pour nos ressortissants notamment. Bonjour Monsieur le Ministre, Bastien Auger pour TF1 LCI. Deux petites questions également. D'abord, vous avez parlé du protocole renforcé pour les écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que par exemple fermer les cantines ou envisager des demi-jauges dans les collèges sont des options étudiées? Puis quand connaîtra-t-on ces protocoles renforcés? Et une autre question sur la vaccination. Est-ce qu'il est possible de savoir quelle est la consigne, quel est le protocole pour les doses de vaccins qui restent en fin de journée, qui ne sont pas attribuées? Est-ce qu'il est envisagé, par exemple, d'appeler des personnes éligibles ou même plus largement pour pouvoir attribuer ces doses? Merci beaucoup. Sur la question du protocole, alors il existe un protocole sanitaire dans les écoles. Ça, chacun l'a appréhendé. Quand on a des enfants à l'école, on voit bien que la vie dans l'école a changé. On a fortement limité les brassages, il y a le port du masque, il y a des règles qui sont très claires. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avec Jean-Michel Blanquer et l'ensemble du gouvernement, nous ne souhaitons pas fermer les écoles. Et comme nous constatons qu'il y a des contaminations dans le cadre des écoles, eh bien, nous renforçons les règles sanitaires à mesure que cela s'avère nécessaire. C'est un travail qui a été engagé, qui va mobiliser la communauté éducative et le ministre concerné au premier chef. Sur quoi faire des vaccins en fin de journée, déjà, je vais vous dire une réponse très simple, ne pas les jeter. Mais je vais vous dire aussi une chose, je ne crois pas que nulle part en France, qui que ce soit jette des vaccins parce qu'ils n'auraient pas trouvé, pardon pour l'expression, client pour utiliser les dernières doses. Donc, en général, les centres disposent de listes d'attente, de listes d'appels et préviennent les personnes en fin de journée, y compris d'ailleurs s'ils sont un peu en dehors du cadre, mais ne jamais jeter de doses, évidemment, c'est la règle de base. Il n'est pas la peine d'écrire des protocoles pour cela. Ça s'appelle du bon sens, et quand on est soignant, on n'en manque pas. Bonjour, Hélène Terdian pour Europe 1. J'ai deux questions. Ma première question concerne le partenariat public-privé que vous avez évoqué tout à l'heure. Étant donné que les services de réanimation sont sous tension dans les hôpitaux, dans plusieurs zones, notamment en Ile-de-France, est-ce qu'on peut encore concrètement pousser les murs dans les cliniques, y ouvrir des lits et y transférer des soignants? Et ma deuxième question concerne la campagne de vaccination. On l'a compris, ça s'accélère. Elle vient d'ouvrir au plus de 70 ans. Mi-avril, ce seront les enseignants. Fin avril, les forces de l'ordre. Comment va se poursuivre cette campagne de vaccination et quel âge, quelle tranche d'âge sera concernée et quel profil également? Merci. Alors, d'abord sur la mobilisation du secteur privé, des cliniques, privés lucratifs et privés non lucratifs. Hier, nous étions à 22% de participation de prise en charge des malades en réanimation par le secteur privé. À titre de comparaison, nous étions à 18% au cours de la première vague. Donc, quand je vous disais que la mobilisation est renforcée, sachant que le parc privé n'a pas autant de lits de réanimation à la base que le parc public, donc on ne peut pas comparer les deux. On pousse les murs partout. Par exemple, nous étions avec le président de la République à Valenciennes en début de semaine. 40% des actes de chirurgie ont été déprogrammés dans l'ensemble du secteur privé là-bas. Donc nous poussons les murs partout, il y a des protocoles qui sont mis en commun entre le public et le privé, c'est la mobilisation de tous, je veux dire personne ne reste sur le bord du chemin. Vous avez posé ensuite une question avec des réponses sur lesquelles je voudrais juste revenir. Vous avez dit mi-avril. Mi-avril, nous avons l'engagement de vacciner, d'avoir proposé une injection de vaccin et réalisé une injection de vaccin à 10 millions de Français, parmi les plus fragiles. Vous l'avez dit aussi, nous ouvrons la vaccination aux plus de 70 ans. Il est possible qu'aux alentours de la mi-avril, nous ayons d'ailleurs atteint les objectifs de vaccination de cette tranche d'âge et que nous puissions ensuite aller au-delà. Vous avez dit, mi-avril, on va vacciner les enseignants et ensuite on va vacciner les forces de l'ordre. Le président de la République a dit que les enseignants, effectivement, comme les écoles sont restées ouvertes, pourraient bénéficier d'une vaccination. Alors il a parlé de mi-fin avril. En réalité, il a surtout dit lorsque les publics vulnérables auront atteint un bon taux de couverture. Je n'ai pas entendu, mais je peux me tromper, qu'il y ait un plan et des dates pour la vaccination de forces de l'ordre ou d'autres catégories socio-professionnelles dans notre pays. Cela n'est pas encore, en tout cas, établi, c'est en discussion. Dernière question.
Merci. Angela Charlton de l'agence de presse AP. 2 questions si possible. Première sur le taux de vaccination. En Seine-Saint-Denis, le taux est très bas. La population est assez jeune. Il y a des professionnels de santé qui demandent que la tranche d'âge soit plus jeune pour ces régions en urgence. Est-ce que vous allez considérer une mesure comme ça, localisée pour ces régions comme ça? Et deuxièmement, on est quand même dans une situation où plus de 200 personnes meurent tous les jours en France. Le Monde a dit aujourd'hui que c'est l'équivalent d'un crash d'avion tous les jours. Qu'est-ce que vous diriez aux familles de ces gens, des milliers de gens qui sont morts cette année? Beaucoup considèrent que ces morts auraient pu être évitées par un confinement plus strict, plus précoce contre le variant anglais, et ou avec une campagne, une politique de vaccination européenne plus agressive. Merci. Vous posez 2 questions importantes. La première question, j'ai eu la réponse tout à l'heure. C'est le taux de couverture de vaccination en Seine-Saint-Denis. C'était une question qui m'avait été posée par M. Stéphane Troussel, qui est le président du département de Seine-Saint-Denis, et qui s'inquiétait à juste titre de savoir si, alors qu'on affiche 50% de vaccination des personnes âgées dans ce département, où on sait qu'il y a des inégalités sociales plus importantes qu'ailleurs, c'était vraiment la population issue de Seine-Saint-Denis qui avait été vaccinée, ou si ça avait été une part importante de Parisiens qui seraient venus se faire vacciner en Seine-Saint-Denis. J'ai eu la réponse, nous sommes à 49% de la population de Seine-Saint-Denis qui y réside, qui a bénéficié de la vaccination. Il y a donc un écart d'1 ou 2%, ce qui répond à votre première question. Et ensuite, en Seine-Saint-Denis, comme partout ailleurs, ce que nous voulons, c'est aller chercher toutes les personnes fragiles, vulnérables, âgées, qui n'ont pas encore été vaccinées, de manière à leur proposer la vaccination et à leur proposer des rendez-vous pour se protéger et se faire vacciner. C'est la priorité. Imaginez qu'une dame de 85 ans n'ait pas pu se faire vacciner dans son département et que son fils, âgé de 50 ans, lui, ait un rendez-vous parce qu'il aurait été débrouillard ou qu'il aurait appelé au bon moment. Ça n'aurait pas de sens. Et je dis ça notamment à l'égard d'un maire d'une ville française qui aurait annoncé qu'il souhaitait désormais vacciner toutes les personnes de 50 ans et plus. Dans le département en question, les Alpes-Maritimes, la moitié de la population âgée vulnérable n'a pas encore été vaccinée. Donc je dis, la réponse est non. Nous vaccinons d'abord les publics vulnérables et ensuite nous élargirons à l'ensemble de la population progressivement. Et vous m'avez posé ensuite la question des 200, voire plus, décès par jour. Bien sûr que c'est un drame. Chaque décès est un drame. Mais chaque admission en réanimation est un drame. Et quand on m'interroge parfois en me disant s'il y avait 50 000 lits de réanimation, on ne serait pas obligé de confiner, je suis le premier à répondre que s'il y avait 50 000 patients en réanimation, ce serait un drame national, parce qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts en plus. Et que ce qui doit nous guider n'est pas la capacité à soigner les gens en réanimation. Ce qui doit nous guider, c'est l'objectif impérieux de sauver des vies et de protéger la population. Madame, le virus tue partout dans le monde. Les taux de mortalité ont atteint des taux exceptionnels depuis 1 an en France, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, dans la quasi-totalité des pays. Et je ne parle pas des pays qui n'ont pas un système de veille sanitaire qui leur permette de tenir à compte, à jour, véritablement la surmortalité. C'est évidemment autant de drames. Est-ce qu'ils sont évitables? Lorsqu'une pandémie se déclenche, lorsqu'un virus, un ennemi inconnu, invisible, microscopique, circule de personne en personne, ce que nous pouvons faire, c'est lutter contre sa diffusion. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un confinement généralisé, il a des conséquences. Quand vous fermez toute l'activité économique, ça a des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme. Lorsque vous fermez des écoles, cela a des conséquences sur les familles, cela a des conséquences sur les enfants. C'est bien sûr une mesure qu'on peut prendre. Nous l'avons déjà fait et nous le referons si c'est nécessaire. Mais nous ne le referons que si c'est absolument indispensable, parce que toute décision a des conséquences qui sont importantes et qui doivent être mesurées. Il faut prendre les sujets dans leur ensemble. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'un pays voisin, ami, a tenté cette opération qui a consisté à dire on va tout fermer pour empêcher le variant de circuler. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. L'Allemagne a tout fermé pendant 3 mois. Je ne dis pas ça pour comparer la France avec un autre pays. Je dis juste que certains ont essayé cette stratégie que nous aurions pu adopter. L'Allemagne a tout fermé le 13 décembre. Les écoles, les commerces, tout. 3 mois de confinement plus tard, il commence à rouvrir doucement. Le variant apparaît, il suit sa course, inéluctable en l'occurrence, et l'Allemagne est obligée de recommencer à refermer les choses plus longtemps. Donc, aucune stratégie n'a fait montre de son efficacité parfaite. En revanche, la réponse, nous l'avons entre nos mains. Nous l'avons entre nos mains. C'est la distanciation sociale, le respect des gestes barrières et l'attention que nous portons les uns aux autres.
ministre de la Culture, on sait qu'il y a un devoir de réserve, bien sûr, mais vous êtes médecin. On aurait besoin d'avoir un tout petit peu plus d'éléments sur l'oxygénothérapie renforcée qui a été annoncée par l'AFP. Si vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est juste un pas avant la réanimation? Quel est son état de santé? Deuxième question. On a fait un reportage hier dans un centre de vaccination et on a pu se rendre compte que des personnes âgées de moins de 55 ans, même très jeunes parfois dans la vingtaine, recevaient une dose de vaccin AstraZeneca. Est-ce que vous pouvez nous donner très clairement la consigne aujourd'hui? Est-ce que la Haute Autorité de Santé a recommandé aux plus de 55 ans que certains médecins vaccinent tout de même en dessous? Et puis enfin, pour donner un tout petit peu d'espoir, à quand la vie sans masque? Merci. Vous vouliez poser une question, je la prends. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voulais revenir sur Danny Lisnard, que vous n'avez pas cité. Est-ce que vous estimez que sa décision d'ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 50 ans sans comorbidité, alors qu'il y a encore de nombreuses personnes à risque qui n'ont pas bénéficié d'une dose, est irresponsable? Et est-ce que, pour tenter d'accélérer la vaccination, vous allez ouvrir des vaccinodromes? Êtes-vous prêt à aller jusqu'à ouvrir des vaccidrives, comme cela est le cas dans certains pays? Alors, je ne parlerai pas de l'état de santé de Mme Roselyne Bachelot, parce qu'elle a le droit, comme chacun d'entre nous, au respect du secret médical. Par contre, je l'encourage dans le combat qui est le sien, et je lui souhaite le meilleur établissement possible. Ce qui ne m'empêche pas de vous répondre sur l'oxygénothérapie, sans savoir d'ailleurs de quel type d'oxygénothérapie elle-même bénéficie aujourd'hui. Vraiment. Vous pouvez avoir, lorsque vous avez des difficultés respiratoires, parce que vous êtes encombré, des besoins en oxygène qu'on peut vous administrer par lunettes avec un débit d'oxygène assez lent. Et parfois, lorsque vous avez des besoins plus importants, on peut avoir ce qu'on appelle de l'optiflow, c'est de l'oxygène à fort débit qui permet de fluidifier et de faciliter la respiration. Je vous confirme que le vaccin AstraZeneca ne peut pas être prescrit et administré à des personnes âgées de moins de 55 ans, puisque la recommandation de la Haute Autorité de Santé s'applique partout. La vie sans masque, le plus vite possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Vous savez que je ne fais pas de prévision. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans la 3e vague. Nous allons l'affronter collectivement. On va la vaincre, cette vague épidémique. Nous l'avons fait. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait une vague qui était très forte. Nous découvrions le virus. Nous étions beaucoup moins armés qu'aujourd'hui. Nous n'avions pas les vaccins. Nous n'avions pas la même manière de soigner les malades qu'aujourd'hui. Les hôpitaux n'avaient pas le même niveau de préparation. Nous avons quand même vaincu la vague. Donc nous allons vaincre cette 3e vague en faisant tout pour qu'elle soit la moins haute possible et qu'elle fasse le moins de victimes possible. Et ensuite, progressivement, nous rouvrirons le pays, des activités. Je rappelle que, certes, la pandémie dure depuis 1 an, mais que pendant 5 mois, de mai à octobre, notre pays avait retrouvé une vie beaucoup plus normale. Les restaurants avaient fini par rouvrir, les bars aussi, les théâtres, les cinémas. Et ce dont nous débattions, et vous débattiez sur les plateaux de télévision, c'était légitime. C'était, faut-il aller au-delà des 5000 personnes dans un stade, ou est-ce qu'il faut se limiter à une jauge à 5000? Donc je veux dire aux Français qu'au-delà du fait de les alerter sur la situation sanitaire actuelle et de mobiliser l'ensemble de la communauté soignante, évidemment qu'il faut donner des perspectives. Ces perspectives, elles ne sont pas lointaines. On n'est pas en train de parler en termes de mois, on est en train de parler en termes de semaines. Et comme la vaccination progresse, qu'elle progresse vite, et que nous nous protégeons de plus en plus, eh bien, sauf mauvaise surprise, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais je ne suis pas d'un naturel pessimiste, cet été pourrait être un été du retour à la normale progressif, et il n'y aurait sans doute pas alors de vagues supplémentaires à venir. Nous ne désarmerons pas cet été notre vigilance, en tout cas du point de vue sanitaire, comme je l'ai fait l'été dernier. J'étais allé aussi bien en Dordogne qu'en Mayenne, que partout, et qu'à Marseille, que partout où le virus refaisait ça et là son apparition. On ne désarmera pas, mais on retrouvera une vie normale. Et je le dis aux Français, il faut tenir quelques semaines et on va y arriver. Je ne qualifierai pas l'attitude ou la décision du maire de Cannes. Je regrette qu'il l'ait faite de façon totalement autonome, sans en alerter ni la direction générale de l'ARS, ni même le préfet, ni même l'ensemble des soignants qui sont mobilisés pour vacciner à Cannes comme partout ailleurs en France. Je dis juste que je suis certain qu'on peut trouver à Cannes, je suis certain parce que je le sais, des personnes qui sont âgées de 85, 90 ans, qui n'ont pas encore été vaccinées, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, et qui, je pense, ne comprendront pas forcément que quelqu'un qui a 50 ans, qui est en très bonne santé, puisse aller avoir un rendez-vous. Moi, je préfère les élus qui se battent pour aller chercher chez eux, s'il le faut, pour les personnes les plus isolées et qui n'ont pas encore pu être protégées, parce que ce sont ces personnes-là qu'il faut protéger en priorité. Donc, je le dis, la vaccination des 50 ans et plus sans comorbidité ne se fera pas à Cannes.
Pas tant qu'elle n'aura pas été décidée au niveau national pour toute la population, et donc pas tant que nous n'aurons pas protégé la totalité des personnes âgées, fragiles et vulnérables. Et enfin, vous m'avez posé la question des drives. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sky is the limit, pardon pour l'horrible anglicisme, mais s'il y a des drives qui s'organisent avec des soignants, qu'on a des conditions de surveillance des personnes, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est indispensable, mais si ça peut être utile, oui. Merci à tous.